Les services judiciaires eux-mêmes ne peuvent, ni à mon sens ne doivent, constituer un pouvoir public, au sens de l'article 7 de la LOLF. En effet, pour rappeler la position du tribunal des conflits dans le célèbre arrêt préfet de la Guyane en 1952, il convient de distinguer l'organisation de la justice judiciaire et son fonctionnement. L'organisation de la justice judiciaire prouve bien qu'elle est un service public éminent. La difficulté est alors la suivante. Dès lors, l'ensemble des pouvoirs publics, pardonnez-moi, ont considéré que la notion d'indépendance n'avait aucun écho en termes budgétaires. J'en veux pour preuve la décision du Conseil constitutionnel du 19 juillet 2010 qui, statuant sur la loi organique sur le CSM, a assimilé totalement l'autonomie budgétaire reconnue par la loi organique du 22 juillet 2010 du Conseil supérieur de la magistrature à l'existence d'un programme, ce qui aurait aussi bien pu être réalisé sans modification de la loi organique. Ce programme, dont le responsable est le premier président de la Cour de cassation, est doté de 4 057 000 €, avec un plafond d'emploi d'autorisation de 22 personnes, ce plafond concernant exclusivement les effectifs du secrétariat général. C'est à partir des crédits de ce programme que sont payées les indemnités des membres. L'évolution législative de 2010 au plan matériel n'entraîne donc aucun gain en termes d'autonomie au plan concret. La mission n'a pas manqué d'examiner les objections qui pourraient être faites au fait de transformer le CSM en pouvoir public. En premier lieu, le CSM ne saurait être considéré ni comme une simple institution relevant du service public de la justice, ni a fortiori comme un service public en soi. Ces points méritent débat. Le CSM, je cite l'objectif budgétaire numéro 1, contribue à la continuité du fonctionnement de l'institution judiciaire et exerce lui-même parfois une activité de service public, notamment par l'enregistrement de 250 plaintes en 2016, mais je me suis laissé dire qu'il n'y en avait que 10 qui avaient été jugées recevables. On peut considérer en tout cas que cette activité n'est pas principale, elle est purement résiduelle. Deuxième objection, plus sérieuse. Depuis l'origine, les pouvoirs publics concernent exclusivement le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Cette continuité préexistait d'ailleurs, je l'ai dit, à la LOLF. Elle s'appuie au plan juridique sur une acception stricte de la séparation des pouvoirs, faisant totalement obstacle à toute immixtion d'un pouvoir sur l'autre et fondée sur la lettre de Montesquieu. Le juge est la bouche de la loi, mais en aucun cas la séparation des pouvoirs telle que le conçoit le droit constitutionnel ne saurait inclure une autorité judiciaire dès lors qu'elle n'est pas un pouvoir. Cette objection est une objection sérieuse, j'y reviendrai en terminant. Ériger le CSM en pouvoir public modifierait cette approche. Pour le moment, pouvoir public signifie législatif et exécutif. Je balayerai rapidement une troisième objection, la modicité des crédits en cause. Après tout, dans la liste des pouvoirs publics, nous trouvons la Cour de justice de la République dotée de 861 500 €, et le point de comparaison mérite d'être poursuivi, puisque la Cour de justice de la République, elle non plus, ne rémunère personne. Elle non plus n'a pas de service permanent. Cette dernière objection n'est donc nullement fondée. La mission a également envisagé des difficultés plus concrètes. L'existence d'une dotation postule dans le cadre d'une approche en coût complet que l'activité est intégralement couverte par la dotation. Ce serait
pas totalement le cas du CSM. Les personnes qui y siègent continuent à dépendre au plan budgétaire de leur statut d'origine. Plus explicitement, en dehors d'emploi permanent, le CSM ne rémunère pas ses membres. La Cour de justice de la République peut donc nous servir d'appui sur cette proposition. En tout cas, ni les compétences actuelles du CSM, ni la nature de ses dépenses ne peuvent exclure de l'ériger en pouvoir public. Reste la distinction entre pouvoir et autorité, potestas et auctoritas. Quelles incidences pourrait-on attendre d'un changement pour les services judiciaires? D'abord, évidemment, le changement symbolique. Ériger une institution en pouvoir public, c'est d'abord lui reconnaître une fonction éminente, pérenne, indispensable. Tous ces critères sont évidemment remplis. Participer au fonctionnement régulier des pouvoirs publics, dont le président de la République est également le garant, comme il l'est, de l'autorité judiciaire. Reconnaître au seul CSM une place à part lui conférerait non pas une situation hiérarchique, qui est la sienne s'agissant de certaines de ses fonctions habituelles, mais une position de garant de l'indépendance. Quels pourraient en être les effets concrets? D'abord, cela a été dit ce matin, c'est la 20e proposition, intégrer le CSM dans un processus budgétaire. Il faut naturellement modifier la LOLF pour cela, lui reconnaître un pouvoir d'initiative et remettre éventuellement en cause l'article 38 de la LOLF qui prévoit que c'est le Premier ministre qui est l'arbitre en matière budgétaire. Mais ici, on peut s'appuyer explicitement sur l'indépendance de la justice, qui implique que son fonctionnement régulier soit lui aussi garanti. Créer une sorte, on l'a dit ce matin, de dialogue de décision, de participation de la magistrature à la détermination de ses propres crédits. De même, le CSM pourrait se voir doté, alors il ne s'agit pas évidemment du même pouvoir, d'un pouvoir identique, pourrait se voir doté d'un pouvoir de contrôle de l'exécution des crédits. Cela a été dit ce matin, la mission a retenu l'idée que dans les documents budgétaires, un avis du CSM sur, non pas le quantum de la peine, je veux dire que la régulation budgétaire, gel sur gel, crédit mis en réserve, est connue du Parlement à l'avance au moment du vote, mais sur l'application concrète de cette peine, puisque les décrets d'avance, puisque les ouvertures de crédit doivent être récapitulées à l'occasion de la loi de règlement, au moins, et que là aussi le Parlement les connaît. C'est même le seul véritable progrès que la LOLF ait accordé au Parlement en matière d'information sur la régulation. Le CSM pourrait donc être appelé ainsi à donner un avis sur l'exécution des crédits. Peut-on exempter pour autant la justice de toute régulation? La question a été crûment posée par Laurent Lemel ce matin. Je n'ai pas de réponse. Il est évident que si on allait dans ce sens-là, cela impliquerait davantage de contraintes pour la régulation. Mais la régulation budgétaire appartient à l'exécutif et c'est même une de ses prérogatives fondamentales. Elle a toujours été reconnue, défendue, valorisée par le Conseil constitutionnel. Lisez, s'il le faut, la récente décision du 8 septembre dernier à propos de la réserve parlementaire et de la réserve gouvernementale. Je verrai personnellement un autre avantage, et le justiciable s'en veut de ne pas l'avoir proposé plus vite au juge, puisque j'ai réfléchi après le dépôt du rapport à cette question, elle n'engage donc que moi. Il me semblerait utile que le CSM
ainsi, pardonnez-moi cette expression relookée, soit doté d'un pouvoir d'avis sur toute modification législative proposée. J'irais même, à titre purement personnel et en n'engageant que moi-même, suggérer que le CSM devienne le rédacteur des études d'impact, je parle bien des études d'impact, déposées à l'appui d'un projet de loi. Pourquoi cela ? Aujourd'hui, ces études d'impact sont le fruit de l'administration qui dépend hiérarchiquement du ministre. Comment voulez-vous, sauf être schizophrène, demander à une administration qu'elle critique la position choisie par son ministre? Non, au contraire, la loi organique impose qu'elle élimine toutes les mauvaises solutions, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été reconnues. Lisez les études d'impact, surtout si vous avez des insomnies, vous verrez, le résultat sera très positif à cet égard. Il est inutile de demander autant de choses à l'administration et de la charger aussi lourdement pour un résultat aussi médiocre. En revanche, l'indépendance de la magistrature justifierait parfaitement qu'elle donne un avis motivé et rendu public sur, au moins, toutes les lois en matière de procédure civile et pénale, dont la mission a bien vu à de très nombreux exemples à quel point elle alourdissait la tâche des magistrats sans prendre en compte des réalités purement matérielles. Le CSM pourrait ainsi devenir un véritable pilote des projets innovants, un pouvoir général d'avis sur l'informatisation de la chaîne civile et pénale, sur la carte judiciaire, sur l'amélioration de l'accueil du justiciable pourrait lui être confié, sans naturellement que soient affectés les pouvoirs décisionnels du garde des Sceaux ou des chefs de cour. Ainsi, la reconnaissance du CSM comme pouvoir public, loin d'être seulement un symbole remettant en cause Montesquieu, traduirait-elle la réalité de l'indépendance de la justice judiciaire? Je vous remercie.